Vous êtes dans l'Africa Newsroom, merci de nous rejoindre. Au sommaire de cette émission, le Rwanda, le Congo et le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, réexaminent la question des réfugiés rwandais présents au Congo, dont le statut expire le 31 décembre 2017. Deux solutions semblent s'offrir à eux, l'intégration dans leur pays d'accueil ou le rapatriement dans leur pays d'origine. Et à Madagascar, les magistrats et les greffiers sont en grève depuis ce 27 septembre. Ils font front commun pour se faire entendre par le ministère de la Justice. Objectif, plus d'indépendance. Et le Niger s'achemine vers une révision du Code des investissements. Dans un contexte de baisse des recettes budgétaires, le gouvernement plaide pour moins d'exonération fiscale. Et dans notre Zoom culture et société, nous prendrons aujourd'hui la direction du Kenya, où les autorités sont plus que jamais engagées contre la consommation de stupéfiants. Il y a quelques kilomètres de Nairobi, un centre de désintoxication aide les victimes d'addiction. Une actualité chargée, vous l'aurez compris, et pour la décortiquer sur ce plateau, Karine Oriot, journaliste, bienvenue. Merci. Sur ce plateau également, notre éditorialiste Djemal Taleb. Bienvenue Djemal. Merci et bonsoir à ceux qui nous regardent. Commençons par l'actualité politique. La République du Congo compte près de 10 000 réfugiés rwandais arrivés en 96 et 97. Le Congo, le Rwanda et le HCR continuent d'inciter à leur rapatriement volontaire. Leur statut de réfugié expire en effet le 31 décembre. Des réfugiés qui ont également la possibilité d'être intégrés dans leur pays d'accueil. Reportage d'Eva Pansou. Sur plus de 9 000 réfugiés recensés en 2016 sur le territoire congolais, le bilan a révélé que 11 seulement ont accepté d'être volontairement rapatriés et 6 demandes d'intégration locale ont été enregistrées au guichet unique. Le gouvernement rwandais a pris toutes les dispositions afin de réserver un meilleur accueil aux réfugiés. Il y a une assistance immédiate pour leur donner soit à manger, soit un habillement, soit en demeure pendant les premiers jours. Et alors, il y a aussi des mesures à long terme d'accompagnement, surtout pour les jeunes. Il est prévu une formation professionnelle pour les jeunes qui n'ont pas pu avoir une formation, ou bien alors pour les jeunes qui veulent continuer les études. Arrivés en République du Congo depuis plus de 20 ans, ces réfugiés rwandais ont fui leur pays à la suite du génocide de 1994. Depuis le début de la campagne de sensibilisation par les 3 partis en 2013, ces derniers doutent encore de leur sécurité et demeurent sceptiques sur un retour au pays. Je n'y suis jamais allé, donc j'ai envie d'y aller pour une première fois. Seulement, il y a pas mal de critères qui sont aujourd'hui établis par le pouvoir en place qui nous mettent en danger. C'est ce nombre de critères qui font qu'aujourd'hui, les réfugiés rwandais n'ont pas seulement peur d'y retourner, mais aussi de prendre le passeport rwandais. La partie congolaise semble avoir joué son rôle de pays d'accueil durant la période valable du statut de réfugié rwandais et pourrait être en situation de ne pas tolérer la clandestinité dans laquelle pourraient se retrouver certains réfugiés. Si nous nous réveillons le matin, le 1er janvier 2018, il y a encore des réfugiés rwandais sur le territoire congolais, ils seront dans la clandestinité. Notons que les réfugiés qui sollicitent d'obtenir la nationalité congolaise doivent être âgés au moins de 21 ans, selon l'article 3 du Code de la nationalité. Le statut de réfugié rwandais au Congo expire le 31 décembre 2017. Djemal, en prenant en compte la Convention de Genève, à partir donc du 31 décembre, les anciens réfugiés ne seront plus protégés par la législation internationale. Est-ce qu'il y a un risque d'expulsion de ces réfugiés rwandais ? Non, risque d'expulsion, ce n'est pas possible parce que l'apatridie est interdite en droit international. Et la même convention de 1951, celle donc de Genève, qui les protège aussi contre l'apatridie. C'est-à-dire que l'État qui les reçoit n'a pas le droit de les expulser pour en faire des apatrides. Ce qui explique d'ailleurs la nécessité d'avoir une convention entre les États pour qu'ils soient reçus, donc accueillis. Donc, ils ne peuvent pas être expulsés vers le Rwanda. Alors, je n'ai pas dit qu'il ne peut pas être expulsé. C'est-à-dire qu'il ne peut être expulsé vers le Rwanda si le Rwanda l'accepte. Vous ne pouvez pas rendre quelqu'un apatride. Si vous le faites, vous violez vos obligations internationales en matière, donc, en tout cas relatif à la Convention de 1951. Et donc le Congo qui les reçoit peut naturellement les expulser en violant ses obligations internationales. Mais la difficulté, c'est de les rendre apatrides, c'est-à-dire que le pays d'origine ne les reçoit pas, mais le pays d'origine les accepte, il n'y a pas de problème. Cette situation rappelle de mon point de vue 3 éléments importants.
Le premier, c'est que c'est difficile de rejeter le Rwanda. Si j'étais rwandais, je rentre au Rwanda avec beaucoup de plaisir. C'est un pays qui se développe de façon remarquable, qui est remarquablement bien géré et qui est attractif à tout point de vue. Donc je suis tout à fait étonné. Cela dit, je ne suis pas naïf, c'est la situation. Ce sont des réfugiés de 1996-97, après le génocide. Donc je n'ignore rien et on n'ignore tous rien sur ce plateau de la situation du Rwanda. Et donc il est bien entendu qu'ils sont venus dans une situation particulière et donc la légitime peur qu'ils pourraient avoir si jamais on penserait qu'ils seraient liés à un passé ou pas, ce qui de mon point de vue n'est pas le cas, parce que j'ai bien compris, les autorités du Rwanda sont disposées à les accueillir et demandent même à les accueillir. Et j'ai du mal à penser qu'ils craindraient quoi que ce soit du retour de ce pays qui fonctionne admirablement bien. La troisième chose, et qui est somme toute regrettable, c'est que le principe, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, 10 000, c'est pas beaucoup, en tout cas au Congo. Le Congo est absolument capable de digérer 10 000 personnes sans trop de difficultés. Et cela déplore la nécessaire intégration du continent africain. C'est-à-dire que si nous sommes à ce point disposés à expulser 10 000 Africains d'un pays africain, alors même que l'idée est plutôt de les accepter et d'établir une libre circulation d'établissements, de biens et de personnes, on est quand même loin du compte. Et donc ça, c'est le troisième, évidemment, élément que je déplore. Cela dit, je n'ai aucun doute qu'il peut retourner au Rwanda. C'est quand même pas le pays le plus dangereux au monde. Karine. Alors moi, j'étais au Congo il y a 1 an et le Rwanda a inauguré notamment son ambassade. Ça prouve, à mon avis, que ici les deux pays veulent plutôt montrer qu'il va y avoir, je ne parlerai pas d'expulsion, mais une solution pour que ces réfugiés-là, s'ils souhaitent effectivement rentrer dans leur pays d'origine, que tout soit mis en place pour que ce soit fait dans de très très bonnes conditions. Mais ce que je souhaite souligner, c'est que les réfugiés rwandais qui sont installés, notamment quand vous vous déplacez hors de Brazzaville, ils sont très très bien intégrés, on leur a donné des terres, ils ont fait énormément d'agriculture, ils sont très très bien installés. Maintenant, la problématique de retourner, parce qu'effectivement, il y a les lois, nul n'est censé ignorer la loi. La loi dit qu'au 31 décembre, ils sont considérés comme en situation de clandestinité. Mais il faut savoir que désormais, ces gens-là, ils se considèrent, c'est quand même dans ce contexte-là et dans ce pays-là qu'ils ont évolué. On a vu ce que disait le président de l'association des étudiants. Ils ont une culture qui est maintenant une culture congolaise. Et donc, c'est important aussi de comprendre que là, on va les couper de ce qu'ils ont construit. Et ils vont se retrouver, même si le Rwanda aujourd'hui est un pays qui est présenté avec énormément d'opportunités, où le climat est très très bien, mais ils ont tout fait au Congo. Donc ça aussi, c'est un critère dont il faut tenir compte pour qu'ils retournent dans leur pays. Alors justement, ça rejoint la question que j'allais vous poser. Les réfugiés sont donc, pour la plupart, on le sait, installés dans les régions du centre, mais aussi dans le nord du Congo. Quand on sait qu'une génération quand même est passée depuis le génocide, est-ce que ces deux uniques options, à savoir l'intégration ou bien le rapatriement vers le Rwanda, n'éludent pas en tout cas une partie de la réalité de ces réfugiés rwandais qui sont installés donc depuis de nombreuses années déjà mais ce que je pense, c'est qu'il faut savoir qu'ils n'avaient pas du tout de représentation diplomatique dans le pays. C'est que l'année dernière, je vous le disais à l'instant, qu'il y a eu un bureau qui a été inauguré avec une présence maintenant d'un ambassadeur, d'un consul, etc. Donc je pense que là, il y a une vraie volonté. Et puis, ils se sont très bien impliqués dans la société congolaise. Je pense qu'il y a une intégration qui est présente. Maintenant, parce qu'effectivement, le HCR a tiré une sonnette d'alarme, il faut en tenir compte. Qu'est-ce que ces gens-là vont devenir à partir du 31 décembre? Mais je pense qu'ils vont trouver une solution, effectivement. Alors, Djemal, pour le HCR, la répression à l'encontre des réfugiés rwandais n'est plus une réalité. Mais par contre, il y a quand même un sentiment de traumatisme. Est-ce que justement cette clause de cessation pourrait être assortie de ce que je pourrais appeler d'exception, notamment sur le traumatisme lié au génocide? Le statut de réfugié est aujourd'hui ancien, il est de 1951, il est assez réglementé, il vient suivre un dispositif international qui existait auparavant. Donc ce n'est pas un mécanisme qu'on retrouve ou qu'on découvre. La vocation d'un réfugié est de rentrer chez lui. Cela dit, on n'ignore rien qu'un réfugié, que vous l'avez si bien dit, établit une vie, une famille, une situation, un travail, un métier, probablement un avenir, et très souvent,
D'ailleurs, ce qui est le cas souvent dans les pays qui sont très en avance dans le domaine du statut de réfugié, lui ouvre droit à la nationalité du pays. Parce que, à partir du moment où vous organisez une vie, vous la gardez. Cela dit, ça reste tout de même le monopole de l'État. Et donc, chaque État a le droit de mettre les dispositifs en matière d'accueil de réfugiés qu'il souhaite. La seule idée, la seule chose qui est interdite, c'est l'apatridie. Pour le reste, on a la liberté. On a le droit de considérer qu'il est précaire, on a le droit de considérer qu'il est long, on l'étudie en fonction de la non-violation du droit international et de la nécessité de respecter le droit du réfugié lui-même et, pardon, de sa dignité. Il fait. Malheureusement, et on l'oublie toujours, le Rwanda est un pays qui vit au rythme des réfugiés ou des exils. On n'oublie pas que le président actuel était lui-même réfugiés en Ouganda pendant très longtemps. Et donc une bonne partie du gouvernement actuel, des Rwandais actuels étaient eux-mêmes des réfugiés. Ils sont souvent réfugiés en Ouganda, ils étaient souvent réfugiés au Congo démocratique, au Burundi, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Donc c'est un pays qui malheureusement a vécu ces dernières décennies au rythme donc de l'exil. Quand on voit la situation de ceux qui sont revenus depuis la situation dans laquelle ils vivent, on peut se dire qu'ils sont tout de même bien placés pour comprendre la souffrance, la misère, l'isolement, la solitude d'un réfugié. Et donc ils sont capables de comprendre qu'à leurs frères, ils doivent tendre la main et donner des conditions pour qu'ils soient à l'aise chez eux, qu'ils se soient rassurés chez eux, et pour que si jamais la vie s'arrête dans le pays qui les a accueillis, et merci à lui de les avoir accueillis, on ne dira jamais assez, mais qu'ils trouvent la possibilité de vivre dans leur pays avec leurs frères, parce que somme toute, ils ne vont pas ailleurs, ils vont sur leur terre, la terre de leurs ancêtres. Je sais très bien qu'on a établi dans la tête, malheureusement très longtemps, des Rwandais qu'ils étaient différents, alors que, pardon, ils ont la même langue, ils ont la même culture, ils ont la même religion, ils ont la même histoire, ils vivent ensemble et jamais ils n'ont été séparés. Donc il n'y a pas de raison que la cohabitation possible hier ne soit pas possible demain. Il faudrait juste y mettre les moyens. Karine ? Oui, je pense que moi, je nuancerais juste mes propos parce que je pense que la reconstruction psychologique doit se faire. Après, celle-ci doit peut-être s'établir avec un retour vers sa terre natale, et puis se fait aussi peut-être collectivement. Ils ont vécu un drame, le génocide qui est collectif. Une reconstruction peut-être être envisageable de façon individuelle, je ne pense pas, mais collective, oui. Maintenant, il faut qu'ils retournent effectivement sur leur terre natale. En tout cas, le président actuel et le peuple rwandais a fait un effort énorme pour travailler sur ce passé qui est un passé quand même dramatique, qui a laissé un gros traumatisme. Et aujourd'hui, quand on voit tous les progrès qui sont faits en termes d'économie et même en termes de société, vous avez des mariages. Nous, j'avais fait un article sur une dame qui avait écrit justement un magnifique film sur des couples qui se mariaient entre les deux ethnies et qui racontaient des histoires d'amour. Elle a fait une série qui a très bien marché. Donc aujourd'hui, effectivement, on veut croire que, et c'est très bien d'ailleurs, que le génocide est derrière et qu'il faut au contraire avancer. Mais comment rassurer ces réfugiés qui refusent de rentrer au Rwanda ? La crainte d'un réfugié de rentrer chez lui est une crainte tout à fait légitime. Et donc on ne peut pas ne pas prendre en compte, et vous avez raison, cette dimension psychologique. Mais qui n'est pas qu'une dimension psychologique, c'est aussi une dimension matérielle. Un réfugié, ça fait 20 ans. Et donc pendant 20 ans, un réfugié construit sa vie, construit son avenir, construit un avenir à ses enfants. Dites-vous bien que ceux qui sont venus à 5 ans, aujourd'hui 25 ans, voire plus. Ceux qui sont venus à 0, aujourd'hui 20 ans, ils ne connaissent que la vie de réfugié, c'est-à-dire la vie des pays qui les a accueillis, la langue des pays qui les a accueillis. Et très probablement, ce qui n'est pas toujours le cas, il peut arriver qu'on ait même oublié la langue du pays, donc le Kinyarwanda. Et donc, si vous retournez dans ce pays, vous partez dans ce pays qui est le vôtre ou celui de vos parents, vous allez reconstruire une vie qui a été brisée. Et donc ils repartent son travail, son terre, donc là c'est tout. Voilà, vous comprenez la dimension psychologique, la dimension matérielle. Tout le travail est entre les mains du gouvernement rwandais actuel, pour lequel, encore une fois, j'ai une très grande confiance et une grande adhésion. Est-ce que le gouvernement en fait suffisamment? Alors très bien, je ne peux pas vous dire s'il fait, parce que pour le moment, ils ne sont pas revenus. En tout cas, quand on vient au Rwanda... Non, la politique menée depuis des années déjà pour les inciter à rentrer. C'était ça. Quand on vient au Rwanda et on voit la situation au Rwanda actuelle, très sincèrement, on n'est pas très inquiet. Moi, je suis toujours frappé et fier de connaître la ville la plus propre du continent africain, les hôpitaux les plus propres et les plus sérieux du continent africain. Et je peux citer les exemples qui ne se terminent pas. Une croissance absolument insolente, une situation économique et un équilibre financier remarquable. Donc on peut légitimement se dire que retourner dans ce pays n'est pas en soi un drame. Évidemment que c'est un drame pour ceux qui connaissent cette situation-là. Mais
ce n'est pas la première fois, encore une fois. Ce pays a connu les drames de 1959, des années 70, d'aujourd'hui, et à chaque fois, il a connu une vague de réfugiés qui sont revenus, qui se sont installés et qui ont eu un courage extraordinaire de reconstruire le pays. Le cas du Rwanda, en particulier, est très intéressant et son rapport à sa diaspora, à ses exilés, à ceux qui reviennent, est très intéressant. C'est une population d'exilés, de diaspora, qui est revenue à son retour. Elle a réussi à s'investir dans le pays, à créer, à contribuer à la situation actuelle dans laquelle il se trouve et à insuffler un climat nouveau. La force du réfugié, et je l'ai été moi-même dans un pays qui n'est pas européen, c'est la volonté et la rage d'y arriver. Et cette rage-là, quand vous revenez avec elle dans votre pays, il y a des chances que ça soit une valeur ajoutée réelle dans ce que vous allez entreprendre et qui, bien entendu, sera entrepris avec les autres et dans votre pays. Autre actualité à Madagascar, le bras de fer se poursuit entre les magistrats et le gouvernement. Depuis ce mercredi, ces derniers ont déclenché une grève illimitée. Les magistrats qui réclament l'indépendance de la justice et de leur côté, les greffiers veulent une amélioration de leurs conditions de travail. On écoute Rajo Nari Patrick Soloniana, secrétaire général du syndicat des greffiers. On ne va pas céder. Parmi les 41 juridictions, 38 sont bloquées. Et ce qui est vraiment satisfaisant, c'est la solidarité entre les greffiers et les magistrats. Nous espérons produire une nouvelle image pour la justice malgache. Il y a 4 mois, le ministre de la Justice est intervenu directement pour réclamer la fin des poursuites contre Claudine Razai-Mamondji, que je rappelle était la conseillère spéciale du chef de l'État. Cette affaire a été l'élément catalyseur de la grogne des magistrats à Madagascar. Ah oui, complètement, mais c'est aberrant, quoi. Je peux comprendre que ces deux corporations aujourd'hui se mobilisent et fassent grève parce que c'est pas normal. La justice doit être indépendante. Et là, ils le font. Enfin, le ministre intervient. C'est une incursion de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire, ce qui est complètement aberrant. Ils ont raison. Ils sont là pour bien faire leur travail. Ils doivent avoir les conditions nécessaires pour le faire sans subir des pressions, parce qu'ils subissent des pressions. Ils sont affectés dans des zones quand ils ne font pas ce qu'on leur demande de faire. Donc, j'espère, en tout cas, qu'ils vont essayer de faire entendre raison et que, enfin, cette institution sera respectée. Djemal ? Il m'est difficile de m'exprimer sur le cas d'espèce que je ne connais pas très bien. Mon propos sera plutôt général. Si nous voulons, sur le continent africain demain, construire un État de droit, nous devons construire un État de droit avec une justice indépendante, vous avez raison, efficiente, sérieuse. Pour cela, ce n'est pas très compliqué, on met des règles. L'une des personnalités du continent africain que j'aime beaucoup, Tijani Thiam, disait une chose très jolie. Il dit, si nous voulons demain que le continent africain réussisse, nous avons besoin de 3 choses. L'école, l'école, l'école. Moi, je dirais 3 et je mettrais une 4e, la justice. Parce que pas de société, pas de cohésion sociale sans justice. Pas d'État indépendant, ni d'État de droit sans justice efficiente. Je vais vous dire, pas d'investissement si vous ne garantissez pas l'investissement avec une justice sérieuse. Mais pour cela, il y a tellement de mécanismes, et j'ai bien peur que Madagascar, mais pas que Madagascar, ne les remplissent pas de façon générale. Nous n'avons pas souvent des conseils de magistrature sérieux, nous ne garantissons pas l'inamovibilité aux magistrats, nous ne leur donnons pas les conditions de salaire nécessaires, nous ne les mettons pas à l'abri de la tentation, et Dieu sait que la tentation est humaine. Et donc, parmi les règles que vous avez envisagées, qui sont juste l'inamovibilité, c'est-à-dire que si demain un magistrat est récalcitrant, on l'envoie dans je ne sais quelle contrée où il n'a pas envie d'aller, c'est une manière de faire pression sur lui très grave, et bien entendu c'est préjudiciable aux justiciables eux-mêmes, et donc à l'égalité et à l'indépendance de la justice, ça c'est très important. Et donc, c'est le cas de Madagascar en particulier, c'est cette histoire de cette Claudine que j'ai regardée assez rapidement, vous avez sans doute raison, vous avez tout dit, mais la situation est beaucoup plus globale, beaucoup plus générale. Cela dit, le contexte malgache est aussi assez particulier. On a un président assez affaibli, on a une magistrature un corps de la magistrature qui a l'habitude de faire beaucoup de politique. On va en parler. Et voilà. Et donc c'est aussi la crainte, en tout cas les éléments qu'on est obligé de prendre en compte dans la crise actuelle de la magistrature à Madagascar. Moi, je voulais juste ajouter que je ne suis pas d'accord quand on dit que c'est nos pays africains, parce qu'aujourd'hui, aucun État au monde ne peut se targuer d'avoir une justice indépendante. On le voit aux États-Unis, en France, on a eu des histoires à peu près similaires. Il y a des façons, l'exécutif peut faire
pression sur des personnes, des magistrats, des greffiers. Ça arrive. Des contextes, je suis d'accord avec vous, un contexte qui est tout à fait différent. Je pense que ce n'est pas uniquement en Afrique. Là où c'est particulier, c'est que là, on a une affaire qui a effectivement fait scandale. Mais par-dessus cela, il y a aussi le fait que ces pauvres magistrats, comme il l'explique, des fois n'ont pas d'électricité. Il n'y a pas que des revendications concernant l'indépendance uniquement de la justice, mais il y a aussi leurs conditions de travail. Ils ne sont pas dans des conditions saines et adéquates pour travailler. C'est ce que dénoncent les greffiers. Ce qui est complètement... Bon, effectivement, il l'a rappelé, l'éditorialiste, en disant qu'effectivement, Madagascar, bon, en tout cas, on sait très bien que c'est une île qui est pauvre, la grande île qui est pauvre, mais cela n'explique pas que ces gens-là ne bénéficient pas du strict minimum pour travailler. Djemal. Oui, je comprends tout à fait les conditions de travail et je suis tout à fait militant pour que les magistrats, mais pas que les magistrats, pour que ceux qui travaillent dans des conditions. Mais voyez-vous, quand vous êtes dans une situation où la règle élémentaire de l'indépendance des magistrats n'est pas garantie, c'est beaucoup plus facile de la mettre en place que de lui donner des moyens que vous n'avez pas toujours. C'est-à-dire ça, c'est une décision qui est prise par une chambre de parlementaires indépendante. Il faut juste décider que le magistrat est inamovible, il faut décider que la justice est collégiale, il faut décider que le magistrat, le conseil supérieur de la magistrature est indépendant, il faut décider. Ce sont des décisions juste qu'il faut prendre. Quand vous les prenez, vous prenez très vite. Pour le reste, moi aussi, je veux bien me faire plaisir pour me dire qu'il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a des problèmes. Mais je me fais plaisir en disant ça. La réalité est plus compliquée. La justice n'est parfaite nulle part. Elle fonctionne mieux dans un pays que d'autres. Elle fonctionne mieux en France qu'en Afrique. En général. Elle fonctionne mieux aux États-Unis qu'en France. Elle fonctionne mieux, et le magistrat, le statut du magistrat, le statut même du parquet aux États-Unis est beaucoup plus puissant qu'en France. En France, il est plus puissant qu'ailleurs. Ça veut dire que vous ne pouvez pas virer, entre guillemets, un magistrat en France si ce n'est pas le Conseil supérieur de la magistrature qui le fait, qui lui est indépendant et qui lui est dans une situation différente. Évidemment qu'il y a des améliorations à faire. Évidemment que le pouvoir exécutif peut, à certains égards, avoir un regard. Vous ne pouvez pas considérer que la situation est identique. Je me fais mal en disant ça, mais c'est malheureusement la réalité. Je suis désolée, mais on a eu des histoires similaires. On est sur un cadre. Le cadre ici, c'est qu'il y a un ministre qui a appelé un magistrat pour faire pression. Donc, votre postulat de départ, c'était de dire qu'effectivement, avec désolation, ce que je comprends, nous sommes tous des Africains, avec désolation, malheureusement, le continent africain est souvent pointé du doigt pour ce genre de choses, je suis d'accord. Mais je dis juste à juste titre, hélas. Bien sûr. Je dis juste qu'on a eu des histoires similaires, aussi bien en France, aux États-Unis, où effectivement... La question, c'est une question de nombre. Voilà, la question, c'est une question de nombre. Peut-être. Ce que je veux dire, c'est que... Je ne suis pas en train de dire que la situation est parfaite. Je suis en train de dire que même si je me fais plaisir en pointant l'exemple des autres, je ne peux malheureusement que constater, et c'est une réalité, je suis moi-même professionnel du droit, je suis obligé de constater que la justice en France, qu'on le veuille ou pas, les magistrats, il est très difficile qu'un ministre téléphone pour donner un ordre, notamment les magistrats du siège. Vous ne pouvez pas, c'est très compliqué. Alors, pour ce qui est de Madagascar, on revient, Djemal, à Madagascar. Grève donc des magistrats. Plus récemment, on a vu la démission du ministre des Finances. Et plus un climat extrêmement délétère d'un point de vue de ces affaires de corruption qui sont révélées, qui concernent même l'entourage du président. Le bilan va être assez compliqué pour le président Radjaona Imampianine pour... En tout cas, si jamais il veut rempiler pour un second mandat, Karine. Oui, complètement. Je pense que il ne fait que noircir le tableau. Et puis, il n'y a pas que cela. Il y a encore eu, il y a quelques mois, quand la francophonie, par exemple, était organisée et qu'on a eu des scandales, comme il fallait cacher des pauvres, il y a autant de choses qui cumulent. En fait, son ardoise ne fait que s'alourdir. Hélas, parce que entre les histoires de corruption, mais les histoires également de gestion de la société, je ne sais pas ce qu'il souhaite laisser, en tout cas transmettre à son peuple. C'est un président impopulaire aujourd'hui? Oui, complètement. Complètement. J'ai mal. C'est même pas une question d'impopularité, c'est d'abord une question de faiblesse. Au départ, et on ne se vale pas la face, on sait très bien qu'il est venu par défaut. Et donc il est venu parce que les deux principales personnalités de la vie politique malgache ne pouvaient pas être dans le jeu, et comme elles ne pouvaient pas être dans le jeu, on a pris des seconds couteaux. Alors après, beaucoup ne pariaient pas longtemps sur sa longévité. Et moi, à chaque fois, il me surprend parce qu'il est toujours là. Il est toujours là et il continue à jongler dans une situation compliquée qui ne lui était pas acquise au départ et pour laquelle on ne pariait pas cher de sa pérennité. Il est toujours là, il se maintient. Alors, vous avez raison, il y a tellement de difficultés, mais ces difficultés aussi, donnons-lui
un tout petit peu de bonne foi, il n'est pas capable, ou en tout cas plutôt, il a été capable de jongler dans ces situations et de se maintenir dans un environnement en général qui lui est hostile, environnement de ceux qui s'opposaient à lui et à ceux qui étaient censés le soutenir. Et tous lui sont défavorables et en dépit de cela, il continue à jongler difficilement. Il y a des choses qu'il est capable de prendre, il ne les prend pas, il a tort de ne pas le faire. On va marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.